Stéphane Berthet, moi j'ai une formation en astrophysique, j'ai fait un doctorat à l'Université de Genève en astronomie et astrophysique. Je suis actuellement le vice-recteur de l'Université de Genève qui est en charge des questions de relations internationales et de relations de l'université avec les autres institutions en Suisse. J'ai été pendant de nombreuses années un des représentants suisses à l'Agence spatiale européenne, en m'occupant principalement de la science et de la technologie. Et puis, dès 2003, à l'époque où j'ai rejoint l'Université de Genève, j'ai également été nommé au sein de la Commission fédérale des affaires spatiales, commission que j'ai eu la chance d'avoir la charge de vice-président pendant 7 ans jusqu'à 2019 et mon mandat s'est terminé en décembre 2019. Donc c'est une commission qui avait pour objectif et qui a toujours pour objectif de conseiller le Conseil fédéral en matière de politique suisse dans le domaine du spatial. Donc, c'était une activité qui était essentiellement d'analyser les compétences et les capacités de la Suisse, tant au niveau scientifique qu'industriel, de participer au programme, notamment de l'ESA, dont on pourra parler par la suite. Le domaine du spatial est essentiellement localisé au département d'astronomie. Il y a l'Institut de physique de l'Université de Genève. C'est là que se développe la majorité des activités en lien avec le spatial et donc dans le domaine de la science spatiale. Donc essentiellement, c'est l'observation de l'univers, notamment les exoplanètes évidemment, par le fait que c'est un des points forts de l'Université de Genève, du département d'astronomie, mais on développe toute une série d'instruments qui sont à bord de satellites de l'Agence spatiale européenne, mais pas seulement. On collabore aussi avec la Chine ou la NASA pour fournir soit du hardware, ou aussi une expertise qu'on a développée depuis le milieu des années 90, qui est une partie du secteur sol, c'est-à-dire le centre des données. En 1995, lorsque on a commencé à élaborer la mission intégrale, qui est un observatoire astronomique dans le domaine du rayonnement gamma, on a confié au département d'astronomie, c'était un groupe d'astronomie des hautes énergies qui était conduit par le professeur Courvoisier à l'époque, et on a confié à ce groupe, l'ESA a confié à ce groupe la réalisation du centre de données mondial de ce satellite. Et depuis lors, on a construit une expertise sur le secteur des données spatiales. Mais on fournit aussi du hardware, et notamment du hardware pour aussi toutes les infrastructures au sol, notamment dans le contexte et dans le cadre de l'ESO, l'Observatoire européen de l'hémisphère sud. Donc on a une activité assez importante dans la science spatiale avec l'Institut de physique et le département d'astronomie. Le département d'astronomie a un secteur qui construit aussi ce matériel, qui construit des télescopes, qui construit des éléments qui sont à bord de satellites. Donc, on a cette compétence, cette capacité, mais pour un certain nombre de choses, de développement, il est clair que l'on collabore avec l'industrie suisse ou avec d'autres écoles. D'ailleurs, beaucoup de ces grands projets spatiaux se font en collaboration avec d'autres institutions, soit d'autres écoles au niveau suisse et au niveau international, et avec l'industrie, notamment pour certaines réalisations de spectrographes de vitesse radiale qu'on a développées pour les télescopes au sol pour les eaux. C'était élaboré avec la société APCO, par exemple. Aujourd'hui, c'est vraiment la science spatiale qui nous intéresse et sur lesquelles on est très actif. On n'a pas d'autres activités dans d'autres domaines
de développement de technologies qui seraient spécifiques au spatial, comme peut l'avoir notamment l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui est plus orientée vers des développements technologiques et qui, là, elle a un certain nombre d'activités. On a pu le voir aussi par le passé dans des programmes de l'ESA. Nous, on est plutôt dans le domaine de la science spatiale, donc notre activité, elle se situe, je dirais, essentiellement au sein de l'ESA et au sein du programme scientifique de l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est là que nos chercheurs et nos scientifiques sont très actifs, comme je vous l'ai dit, aussi bien dans l'aspect recherche, comité scientifique, que dans l'aspect d'apport au niveau du software ou du hardware par les compétences qu'on a développées au sein de l'Université de Genève. Les prix Nobel, en fait, ils sont arrivés, comme vous le savez, en octobre de l'année dernière, en octobre 2019. Là, c'était une consécration. Et évidemment, ça donne une visibilité à ce domaine de l'astronomie au niveau de l'Université de Genève extrêmement importante. Il faut savoir que cette visibilité dans ce domaine, on l'avait déjà avant, puisque Michel Mayor et Didier Queloz étaient les deux astronomes du département d'astronomie qui avaient découvert la première exoplanète. Donc cette découverte qui a marqué en fait, on peut dire, l'histoire de l'astronomie, puisqu'elle répondait à une question importante qu'on se posait depuis plus de 2000 ans, hein, de savoir s'il existait d'autres mondes. Donc là, ils en faisaient la démonstration, il en existe, et de répondre à une question comme celle-ci, ça apporte des éléments à d'autres questions qui sont aussi des questions fondamentales qu'on se pose depuis des millénaires, qui sont sommes-nous seuls ou est-ce que la vie existe ailleurs? Donc il y a eu très rapidement, dès la fin des années 90, une médiatisation importante sur ce secteur des exoplanètes et l'Université de Genève est dans ce domaine. Ce leadership lui a permis, en co-direction avec l'Université de Berne, d'avoir un programme national de recherche, ce qu'on appelle ces PRN, qui s'appelle Planète S, donc qui est un pôle national de recherche. C'est un centre d'excellence au niveau suisse qui est co-dirigé par l'Université de Berne et l'Université de Genève dans justement le domaine des exoplanètes. Et le satellite Khéops, qui est le chasseur d'exoplanètes, fait partie en fait aussi, est un élément, si je peux dire, de ce centre d'excellence. Donc ça, ça a été fait, je dirais, déjà avant le prix Nobel, puisque on a obtenu ce centre d'excellence en 2014. Le satellite, il a été conçu et réalisé avant 2019. Donc 2019, finalement, c'est le prix Nobel, c'est la consécration de cette découverte, de tout ce travail qui a été fait par les astronomes genevois, et ça donne évidemment une visibilité extraordinaire à ce domaine d'activité et à l'Université de Genève. Mais ça n'a pas, je dirais, donné une plus grande visibilité à l'activité spatiale, mais plutôt une grande visibilité à l'activité du département d'astronomie de l'Université de Genève. Alors, il se trouve qu'on a eu le prix Nobel en fin 2019 et que c'est aussi en fin 2019 qu'il y a eu lieu le lancement de Khéops. Donc, ça a été deux événements qui ont permis de donner une grande visibilité à Genève et à la Suisse dans ce domaine des exoplanètes. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, notamment avec la faculté de théologie. N'est-ce pas? C'est finalement un certain nombre de mes collègues astronomes participent à des discussions qu'on a avec les chercheurs de la faculté de théologie, qui sont des philosophes, des historiens, des théologiens, et qui discutent justement finalement de questions qui pourraient avoir un impact philosophique et un impact important sur nos sociétés. Le fait de découvrir la vie ailleurs, ça posera et ça suscitera un certain nombre de questions qui sont importantes. Et c'est sur ces sujets-là que l'on
depuis quelques mois que l'on débat dans un groupe qui rassemble des philosophes, théologiens et astronomes. Donc ça donne je dirais, une approche extrêmement riche et interdisciplinaire de ces questions, du sens en fait de ces découvertes, puisque les astronomes amènent finalement une description de l'univers qui nous entoure, une description basée sur l'expérience, basée sur un certain nombre de sciences dures. Et de l'autre côté, on a une vision, je dirais, plus spirituelle et métaphysique, philosophique, qui est amenée par nos chercheurs de la faculté de théologie, qui, comme je l'ai dit, sont des philosophes, éthiciens, théologiens. Donc, ça fait des discussions et des débats extrêmement riches et intéressants. D'ailleurs, il y a l'émission Babel sur Espace 2 ce dimanche qui consacre son émission à ce projet. Vous avez tout à fait raison. Là, on a parlé d'exploration de l'univers, de regarder à l'extérieur, mais le regard tourné vers la Terre est extrêmement important et d'autant plus important aujourd'hui avec les challenges et les défis auxquels nos sociétés doivent faire face. Et je dirais, l'espace permet de voir la Terre dans sa totalité, de l'observer de manière globale, avec un degré de détail extrêmement important. Donc, les satellites permettent en effet d'avoir ces informations extrêmement importantes pour l'étude des changements climatiques. Et alors, l'Université de Genève a effectivement une activité dans ce domaine. Alors là, on n'est plus fournisseur d'instruments, mais plutôt utilisateur d'images. D'ailleurs, nous avons un institut des sciences de l'environnement qui a été créé au milieu des années 2000, en 2009, pour répondre justement aux grands défis environnementaux de notre époque, tant sur le plan de la recherche, de l'enseignement, que du service à la communauté, à la cité. Et puis, dans ce centre, on rassemble l'expertise de plusieurs facultés. Ça va de la faculté des sciences de la société, d'économie, du management, du droit et de la médecine pour aborder en fait ces questions d'environnement sous tous les aspects qu'il pose. Et le secteur de l'observation de la Terre fait partie des champs d'études qu'on offre justement aux étudiants qui suivent ces cursus. Alors, on a différentes structures qui sont propres à l'analyse des images qui sont produites par les satellites et on collabore avec un certain nombre d'institutions, notamment le programme des Nations Unies pour l'environnement. On a une collaboration assez étroite. Et dernièrement, on a un groupe de chercheurs de cet Institut des sciences de l'environnement avec des collègues de Zurich et des collègues du GRID Genève, c'est le Global Resource Information Database, qui travaille justement sur ces données de satellites et qui ont conçu ce qu'on appelle le Swiss DataCube. Là aussi, c'est un outil extrêmement innovant et efficace qui répond à plusieurs objectifs, mais le principal, c'est l'automatisation du traitement des images de satellites. Et ces images de satellites, on peut les obtenir gratuitement, les images Landsat, les images Sentinel et d'autres images satellitaires. Elles sont mises à disposition des chercheurs gratuitement. Et l'idée, avec ce concept Swiss DataCube, c'est de pouvoir mettre à disposition toutes ces données. Et tout ça, ça vous permet d'avoir un ensemble d'informations sur des questions qui touchent la sécheresse, la végétation, l'agriculture, l'urbanisme, la qualité de l'eau, la couverture neigeuse, en fait, d'avoir un état de tout l'écosystème aussi au niveau de la Suisse.
Et pourquoi Cube? Parce que c'est l'utilisation de toutes les données satellitaires qui ont été produites par un certain nombre de satellites depuis de nombreuses années, et elles sont organisées, calibrées, traitées pour pouvoir accéder à ces données aussi de manière temporelle. C'est-à-dire qu'on peut observer la variation, par exemple, de la couche neigeuse sur les Alpes, la variation des glaciers dans les Alpes, la variation de la végétation. Donc, ça vous donne une image, je dirais, spatiale sur les deux dimensions, mais aussi temporelle sur la dimension du temps. Et ça, c'est un outil qui est ouvert au public. Ça s'appelle Swiss Data Cube. Vous pouvez avoir accès et ça fournit des informations extrêmement précieuses. Et ça, c'est un produit qui a été développé par les chercheurs de l'Université de Genève avec leurs collègues de l'Université de Zurich, que l'on a présenté en janvier 2020 au forum de Davos, et donc qui est un produit assez puissant. Donc oui, on a des activités dans le domaine de l'environnement, l'observation de la Terre, mais plutôt comme utilisateur des images et non pas comme groupe qui fournit en fait de l'instrumentation. Effectivement, ben c'était exactement l'objectif que l'on a poursuivi en présentant ça au World Economic Forum de Davos en janvier 2020. C'était pour donner de la visibilité à ce produit, de prendre des contacts avec différentes personnalités aussi dans d'autres pays qui sont intéressés à avoir ce cube, hein, puisque là on a fait, il y a c'est à l'origine, il y a un cube pour l'Australie. Les Suisses, nos chercheurs se sont inspirés du cube australien pour développer le cube pour la Suisse. Mais évidemment, ça peut être fait pour n'importe quel pays dès le moment qu'on peut avoir accès aux images. Et c'est vraiment un outil pour aussi bien le politique que pour les chercheurs, pour sensibiliser, pour définir sans doute des politiques sur l'environnement. Donc, c'est quelque chose qui se veut d'être ouvert au plus grand public possible. Et ça permet de donner des données et de fournir des réponses rapides à des questions grâce à cette analyse spatiale à travers le temps. Donc là, il y a une capacité à tester justement de nouvelles méthodes de surveillance de notre environnement. On n'a pas de programme, je dirais, spécifique, mais on accueille beaucoup d'étudiants, je dirais, étrangers. L'université, une des caractéristiques, je dirais, de l'Université de Genève, c'est son profil international, hein, par deux aspects. D'abord, on se trouve à Genève, la Genève internationale, il y a énormément d'organisations internationales de recherche et l'université collabore avec toutes ces organisations internationales. Et le deuxième aspect, on a un profil d'étudiants aussi, puisque très international, puisque pratiquement 40% de notre population d'étudiants 50 pays différents. Donc, on a un profil très international qu'on retrouve aussi dans la communauté des enseignants qui sont aussi très internationales, qui est aussi très international comme profil. Donc, on n'a pas un programme spécifique, mais on accueille en fait, dans la mesure de notre capacité, tous les étudiants qui souhaitent faire des études ou poursuivre des études. Si vous allez vous promener à l'observatoire, au département d'astronomie, vous verrez qu'on y parle plus anglais que français, et vous avez des jeunes qui viennent des quatre coins du monde pour faire soit des doctorats, soit des masters en astronomie. Donc, il est vrai que on parlait du prix Nobel tout à l'heure, ça attire aussi pas mal d'étudiants, ça donne la visibilité à l'université, au département d'astronomie, et ça vous attire aussi beaucoup d'étudiants vers ce département et qui viennent de tous les pays. Donc après, on n'a pas je dirais, d'axe spécifique
on accepte dans la mesure des compétences des uns et des autres et de notre capacité, tous les étudiants. Disons que ces activités, le financement de ces activités vient de notre participation à un certain nombre de programmes, notamment les programmes de l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est le programme scientifique de l'Agence spatiale européenne, de l'ESA, qui est le principal programme scientifique pour la Suisse et pour nos chercheurs. Donc, dès l'instant que l'on veut participer à des missions, il y a des structures qui existent au niveau national. Alors, c'est soit le Fonds national, c'est soit d'autres instruments de financement qui sont mis en place au niveau fédéral par le Bureau des affaires spatiales suisse, par exemple, qui vont permettre de financer des développements techniques, des développements technologiques qui vont permettre à nos chercheurs de faire partie de consortiums au niveau international. Donc, on va aller chercher l'argent grâce à un certain nombre d'instruments qui existent au niveau national. Ces instruments, eh bien justement, la Commission fédérale des affaires spatiales essaye toujours de les développer, de convaincre au fait de l'intérêt pour développer ces instruments qui sont liés à la recherche. Mais la recherche, c'est un des éléments. On a parlé de l'observation de la Terre tout à l'heure. Là, on trouve un écho beaucoup plus facile dans l'utilité en fait de ces satellites qui tournent autour de nos têtes, qui observent notre planète, qui nous permettent de suivre et de comprendre en fait les changements climatiques et d'essayer de voir comment on peut les freiner ou comment on peut résoudre ce challenge. Maintenant, il y a tout un pan d'activité du spatial qui fait partie de nos vies de tous les jours, hein, dont on se rend même plus compte. La météorologie que tout le monde utilise tous les jours, soit en lisant son journal, soit en regardant les bulletins météo sur les différentes plateformes médiatiques qu'il existe. Donc ça, on peut le faire parce qu'on a des satellites qui nous donnent ces informations. Alors, la plupart des gens l'utilisent pour les loisirs, mais ce sont des bulletins météo qui sont aussi extrêmement importants pour un certain nombre d'activités, je dirais, économiques. Ensuite, il y a la géolocalisation. Tout le monde maintenant a pratiquement dans sa voiture un GPS. Là aussi, c'est pratique, mais il y a tout un pan de l'économie qui dépend aussi de ce genre de système. Tout le secteur spatial des télécommunications qui permet de pouvoir transmettre un certain nombre d'informations à travers la planète. Si du jour au lendemain, on coupait tous les satellites qui tournent autour de nos têtes, notre société s'arrêterait complètement. Parce qu'aujourd'hui, nous dépendons de manière extrêmement importante de toute cette infrastructure spatiale qui existe, qui relaye les informations qui circulent sur Terre. Alors, on a parlé au tout début de l'Internet des objets, il y a pas mal de développements qui se font là-dessus. Aujourd'hui, les nouveaux acteurs qui arrivent sur le spatial, c'est justement parce qu'il y a un marché extrêmement important qui se développe. L'objectif, c'est de limiter les coûts aussi des lancements, c'est ce qui coûte cher dans les missions. Donc, on a des sociétés comme SpaceX qui ont développé des systèmes innovants qui permettent de réduire des coûts et faire du low cost. Donc, ça offre des services à bas prix et des services qui touchent tout le monde. Après, ça génère aussi pas mal de données qui sont utilisées pour développer différents types d'applications. L'observation de la Terre, c'est aussi une activité qui vous permet d'intervenir en cas de catastrophe naturelle, d'intervenir pour le sauvetage de personnes dans des régions totalement isolé, où vous n'avez pas forcément possibilité d'envoyer des moyens aéroportés pour faire une image de la situation, parce que la couverture est nuageuse, ou etc., etc. Là, on a un certain nombre d'outils qui vous permettent d'avoir ces informations en temps réel et d'observer les variations. Donc, ça touche tout un secteur de notre société et secteur économique extrêmement important. Et donc, je dirais, la pointe de l'iceberg, c'est cette recherche spatiale vers
la découverte de notre système solaire, vers la découverte des composants de l'entièreté de notre univers, c'est les expéditions, les vols habités, qui sont extrêmement médiatiques. Mais au regard de cela, vous avez toute une activité extrêmement importante qui touche énormément de composantes de notre société. Je dirais que le fait d'être membre de l'ESA, ça nous permet d'adhérer à tous les programmes de l'Agence spatiale européenne de manière indépendante de la relation que la Suisse a avec l'Union européenne. Donc ça nous garantit cet accès du spatial européen. Maintenant, il y a un certain nombre de programmes qui se font à l'ESA en collaboration avec l'Union européenne. Et là, effectivement, ça nous met dans une situation un peu délicate. Maintenant, il est clair que pour la recherche, la Suisse sans l'Union européenne est largement pénalisée parce que si nos chercheurs n'ont pas accès aux grands programmes de recherche et de développement technologique qui sont offerts par l'Union européenne, ça nous pénalise grandement. Alors, on l'a vu notamment au niveau des étudiants, quand on s'est fait exclure du programme Erasmus. C'était aussi une catastrophe quand on s'est fait exclure du programme H2020. Maintenant, on a récupéré ces situations, mais la situation de la Suisse est assez fragile et on dépend étroitement, je dirais, l'excellence scientifique dépend aussi de notre capacité à aller chercher des fonds dans ces grands programmes européens, d'avoir cette reconnaissance internationale qui est extrêmement utile. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question aussi d'être jugé par une communauté internationale, de pouvoir progresser au sein de cette communauté et d'avoir accès à des grands programmes de recherche, de pouvoir collaborer au niveau international. On le voit aujourd'hui, la crise sanitaire que l'on traverse, la collaboration internationale s'est imposée, même si les frontières se sont fermées, on s'est replié sur nous-mêmes pour se confiner. Les recherches qui se sont développées, elles se sont développées par une collaboration internationale importante et on voit que cette dimension internationale est fondamentale pour je dirais, la survie aussi de la science en Suisse, quelle qu'elle soit, que ce soit les sciences humaines ou les sciences naturelles.